retrouvée morte le 14 juin 2004. Moulay Mohamed, homme, 27 ans, Maroc, retrouvé mort le 11 juin 2007. 51 personnes non identifiées, supposées venues de Jordanie, morts le 20 décembre 2003. Elisabeth Alabi, Nigeria, retrouvée morte le 15 mai 2006. Femme, originaire de Syrie, corps non identifié, retrouvée morte le 11 août 2017. Galib Kurdi, originaire de Syrie, retrouvé mort le 2 septembre 2015. Mohamed Januzzi, originaire de Bosnie, retrouvé mort le 15 octobre 2015. Saladei Fassadi, 38 ans, originaire d'Algérie, retrouvé mort le 30 janvier 2006. 3 enfants, 4 femmes, 10 hommes, originaires de Somalie, retrouvés morts le 9 septembre 2006. Aminatou Dayalo, retrouvée morte le 4 février 2018. Baba Traoré, 29 ans, malien, retrouvé mort le 4 avril 2008. Laudine Sonko, 29 ans, du Sénégal, retrouvé mort le 26 septembre 2007. Mohamed Asfak, 26 ans, originaire du Pakistan, retrouvé mort le 6 novembre 2014. 2 garçons non identifiés, 4 ans et 5 ans, retrouvés morts le 29 septembre 2004. Cyrus Kajeb, retrouvé mort le 24 décembre 2002. Ming Medan, 16 ans, venu d'Érythrée, retrouvé mort le 2 mai 2014. Marianne Chaka, enceinte, 20 ans, originaire du Nigeria, retrouvée morte le 3 novembre 2017. Petite fille de 3 ans, garçon de 6 ans, un enfant, origine inconnue, retrouvé mort le 26 octobre 2015. Udav Bandari, népalais, retrouvé mort le 18 mars 2007. Mamadou Konaté, 33 ans, originaire du Mali, retrouvé mort le 2 mars 2017. Corps non identifié, garçon, 3 mois, originaire d'Afrique subsaharienne, retrouvé mort le 1er avril 2005. 2 enfants, 9 femmes, 8 hommes, non identifiés, retrouvés morts le 4 juin 2017. Benamar Lamri, originaire du Maroc, retrouvé mort le 2 avril 2015. Un homme non identifié d'Érythrée, retrouvé mort le 12 mai 2007. Mohamed Diallo, Algérie, retrouvé mort le 29 décembre 2017.
Pendant que les jours passent, je comprends qu'ils ne veulent nulle part aboutir. Seulement encore et encore traverser l'histoire, comme des contrevenants et indisciplinés, des élus, et tellement animés qu'ils sont capables de partir et de revenir au cœur de cet hospice inhospitalier qu'est devenu l'Europe. Dans ce territoire, l'inhabité des peuples. Pendant que les heures passent, dans cet entre-deux plein de boue, dans ces terribles barbelés, je comprends qu'ils sont déjà passés, apatrides, sans foyer. Ils sont là. Et ils nous accueillent généreusement dans leur regard fugitif. Nous les oublieux, nous les aveugles. Ils passent et ils nous pensent. Je m'appelle Sam Rawit, j'ai 17 ans et je viens d'Érythrée. Avant-hier, j'ai passé un entretien avec l'association La Vie Active pour rejoindre le centre d'hébergement des femmes et des enfants du centre Jules Ferry de Calais. Mais aujourd'hui, je dois quitter le camp de Steenvoorde parce qu'on le démonte. Je dois partir, une fois de plus. Je ne sais plus vraiment ce que je fais là, sur la rocade portuaire. Je cherche sans doute, encore, à rejoindre l'Angleterre. Je n'irai pas. Je n'atteindrai pas ce but. J'ai été violemment percutée par un camion et je suis morte. Le camion est parti, s'est enfui, mais cela je ne l'ai pas vu, je suis morte. Je venais ici pour essayer de mieux vivre, pour tenter de vivre, tout simplement, et je suis morte, comme d'autres avant moi, et sûrement d'autres après. J'ai déjà dépassé la cinquantaine, et je vis en France depuis ma naissance. Je n'ai jamais cherché à habiter ailleurs. J'ai toujours eu une famille, un logement, et les moyens de vivre sans inquiétude. J'habite loin de Calais, cette sinistre antichambre d'une hypothétique terre promise. Je ne connais de ce qu'on appelle la jungle que ce qu'en relate la presse et les récits, ou les images qu'en ont rapportées quelques amis. Je suis souvent touché, et mes convictions humanistes sont heurtées par tant de misère, tant de douleur, tant d'indifférence. Et puis je n'y pense plus. Je m'appelle Sam Rawit et j'ai 17 ans, je viens d'Érythrée et je suis morte. Que savez-vous d'autre de moi? Que savez-vous de mes parents, de mes amis? Que savez-vous de mon voyage jusqu'ici, jusqu'à la mort de Calais? Que savez-vous de mes terreurs, de mes douleurs, des froids de nuit? Que savez-vous de mes rires d'enfant, là-bas, à Asmara? Rien, sans doute. Pour vous, je ne suis que la jeune Érythréenne tuée par un camion, numéro 5 sur la liste des migrants morts, suite à une collision avec un véhicule, dans la région de Calais. La jeune fille pour laquelle, durant quelques minutes, votre cœur s'est serré. Et moi, pendant combien de temps penserai-je à elle? Hantera-t-elle mes nuits d'insomnie ou s'effacera-t-elle progressivement de ma mémoire, comme tant d'autres avant elle?
comme tous ceux qui m'ont ému, qui m'ont révolté, qui m'ont fait verser des larmes avant que le sourire ne me revienne, comme lorsque, un beau jour de mai, le soleil égaye le paysage. Nous ne pouvons vivre avec des morts, n'est-ce pas? Pourtant, il en reste toujours quelques traces, quelques sédiments déposés là, au fond de nous, et qui parfois remontent et nous envahissent. Elle s'appelait Samrawit, avait 17 ans et venait d'Érythrée. Elle est morte près de Calais, renversée par un camion. Éric, 14 juillet 2016. Témoignage d'Isaac, rescapé, ramené à Valence par l'Aquarius, le navire SOS Méditerranée, en juin 2018. J'étais en Libye depuis 2016. Là-bas, on passe d'un enfer à l'autre, d'une prison à l'autre. C'est sans fin. Je n'ai pas fini de verser des larmes de joie. J'ai quitté la Sierra Leone pour me rendre à Agadez au Niger, puis à Saba en Libye. Il m'a fallu 2 semaines pour traverser le désert. Au cours de ce voyage éprouvant, des gens te demandent s'ils peuvent boire ton urine, car il n'y a pas d'eau. C'est tout ce qu'ils ont à leur disposition. J'en ai vu d'autres implorer et mourir sous mes yeux, et ce, au quotidien, tout au long de la traversée du désert. Il faut vraiment être solide pour survivre. Sinon, tu es mort. J'ai vu beaucoup d'hommes tomber. On ne les attendait pas. On poursuivait notre marche. À un moment donné, des gens se sont mis à nous pourchasser. Alors on a sauté dans une camionnette. On a eu de la chance de tomber sur un chauffeur intelligent. Il nous a dit de nous coucher pendant qu'on nous tirait dessus. C'était des Libyens, j'en suis sûr. Ils attrapent les gens et les enferment pour leur extorquer de l'argent, les tabasser ou les torturer. Quand on est arrivé à Bani Walid, ils nous ont vendus. Bani Walid, c'est l'enfer. J'ai vu des morts, j'ai imploré la mort, mais elle n'a pas voulu de moi. Lors de mon premier passage à Bani Walid, ils ont descendu quelqu'un, sous mes yeux, en prison. Ils nous demandent de l'argent et nous laissent le temps d'en trouver. Mais un jour, un Arabe est arrivé et a descendu, devant moi, des garçons qui étaient là depuis longtemps. Si tu restes trop longtemps en prison, ils procèdent au nettoyage. Le nettoyage consiste à tirer sur les anciens et à les jeter dans le désert. Un jour, ils ont tiré sur un de mes amis, sous mes yeux, car il ne pissait pas assez vite. La balle l'a touché à la jambe. Ils ont visé, à nouveau, pour le tuer. Lorsque les corps tombent, ils nous demandent de les emmener dans le désert. Un jour, j'ai remarqué qu'un des garçons n'était pas mort. On a décidé de ne rien dire. J'avais quelques dinars sur moi, je les lui ai mis dans la poche et lui ai dit de s'enfuir. Malheureusement, il est mort, peu de temps après, en raison de sa blessure et du poison. En voyant cette dame qui est maintenant devant moi, je repense aux Libyens là-bas, qui demandent aux femmes de déshabiller les hommes, de leur donner un bain et de faire en sorte que leurs membres tiennent tout seuls. Je suis un homme et je n'ai pas besoin qu'une femme me donne un bain. Ils disent aux femmes d'aller doucement, doucement. Si l'homme reste sans réaction, il est foutu. On lui coupe le sexe. De nombreux garçons en meurent. C'est ça, l'enfer libyen. Mon tour est arrivé le jour suivant.
lorsqu'un homme est entré dans la prison pour prendre des hommes pour travailler. Je lui dis que je pouvais faire le travail, que je pouvais faire n'importe quoi. J'en profitais pour m'échapper. Je rencontrais des hommes noirs qui travaillaient dans la ville d'à côté et je me joignis à eux. Je me mis à travailler sans relâche car mon frère était resté en prison et il fallait que je paie pour le faire sortir. Une fois qu'il sortit de prison, nous sommes tous partis à Tripoli. On y resta un moment dans un grand garage. Il tuait des Noirs. J'ai tenté d'aller au bord de la mer où ils me capturèrent à nouveau et je retournai donc à Bani Walid où un homme noir me vendit à un arabe. J'y suis resté 7 ou 8 mois. Lorsque je me suis enfui de prison pour la 2e fois, je travaillais à nouveau pour les mêmes personnes. J'étais dans un état tellement pitoyable que ces gens m'ont envoyé directement au bord de la mer en taxi. La situation s'est envenimée à Sabrata où ils ont torturé beaucoup de gens, dont un grand nombre est tout de même parvenu à s'échapper. Mais ceux qu'ils ont repris ont été emprisonnés pour être ensuite expulsés. Tout ça, c'est tout bon pour eux. Dès qu'ils voient un groupe de Noirs à Tripoli, ils les capturent. Nous sommes là pour travailler, pour mettre de l'argent de côté, quitter le pays. Là-bas, tous les Noirs sont rassemblés pour faire des travaux de nettoyage divers et variés. Avec un peu de chance, ils vous paient, sinon ils vous livrent à la police. Pour survivre, il faut manger. Un jour, des hommes nous ont à nouveau capturés et nous ont emmenés dans des casernes. J'y suis resté 2 ou 3 jours lorsqu'un homme est arrivé à la recherche d'hommes en bonne santé pour travailler pour lui. Ils utilisent les Noirs comme des bêtes de somme, comme des esclaves. Ils nous disent de travailler, donc je travaillais sans relâche pour gagner assez d'argent pour la traversée. Lorsque nous sommes montés sur le bateau, il y a eu un problème. Les sauveteurs sont arrivés en premier, puis les gardes-côtes libyens ont fait irruption. L'équipe de sauveteurs a fait marche arrière. Les Libyens ont ouvert le feu sur nous, sans que l'équipe de sauveteurs ne puisse intervenir. La situation était désespérée. Personne n'est mort, mais beaucoup ont été blessés. Il y a eu des jambes cassées, etc. Et là, comble de malchance, ils nous ont ramenés en Libye. À ce moment-là, le désespoir m'a gagné. C'était l'année dernière. Une fois sur le bateau, les Libyens nous ont tabassés avec des tuyaux en caoutchouc et en fer. Ils nous frappaient avec tout ce qui leur tombait sous la main. Parfois, ils nous battaient à mort. J'en ai été le témoin. Une fois à terre, ils nous ont emmenés dans un centre de détention. Ils ont d'abord voulu nous mettre dans une prison clandestine, mais le garde leur a dit « Elle est pleine ». Je n'espérais qu'une chose, rester en vie. Si je devais rentrer chez moi, eh bien, je reprendrais ma vie d'avant. C'était un mauvais jour où les passages à tabac s'enchaînaient et je me sentais mal. Ils nous ont dit de sortir et de jouer au foot. J'étais encore malade, mais l'homme m'a ordonné de jouer. Je me suis forcé donc à jouer. Après le match, un homme nous a emmenés dans une autre prison. Il n'avait pris que des Sierra Léonais et des Gambiens. Nous nous sommes mis en marche. Un Libyen a alors remarqué que j'étais faible. Il m'a demandé si je voulais retourner en prison. Je lui ai dit non. Il m'a dit qu'il n'aimait pas la façon dont on nous traitait en prison. Il m'a dit 2 fois de sortir de la voiture. C'était sûrement un coup monté. Si je suivais son ordre, les choses empireraient pour moi. Il a appelé son frère, qui arrivait dans une BMW aux vitres teintées. Il nous a dit de monter dans la voiture. Je regardais la porte par laquelle je pourrais éventuellement m'enfuir si les choses tournaient mal. Ils nous ont emmenés en prison où l'on m'a dit d'aller travailler dans la boutique de son frère. Mais je lui ai dit que j'étais à bout de force et qu'il devait donc me laisser me reposer et qu'après,
j'irai travailler pour lui. Alors, cet homme m'a emmené dans une des maisons de son frère. Il m'a donné son numéro de téléphone et m'a dit de l'appeler pour travailler. J'ai laissé tomber le numéro de téléphone. J'en avais assez. Je savais que j'allais travailler, être vendu et travailler à nouveau. Ce n'est qu'à ma deuxième traversée que j'ai été finalement secouru par les gardes-côtes italiens. Ils ont été très gentils avec nous. Ils n'ont pas vu notre bateau tout de suite. Nous avons tenté de nous rapprocher d'eux et ils ont fini par nous voir. Ils nous ont dit de nous calmer, car nous étions tous en pleurs après avoir passé une vingtaine d'heures sur l'eau. Il faisait encore nuit lorsque je les ai vus installer l'échelle. Ils ont d'abord fait monter les femmes et les enfants, et nous, les hommes, en dernier. Lorsque ce fut le tour des hommes, nous avons tous été pris de panique, car nous savions ce qui était arrivé la fois précédente lorsque les gardes-côtes libyens nous ont reconduits en Libye. Pendant la bagarre, le bateau s'était brisé, tout le monde avait coulé, on se battait pour se maintenir hors de l'eau, et j'avais finalement réussi à me hisser sur le bateau des sauveteurs. Personne n'est mort. Nous sommes encore plus traumatisés depuis que l'Italie nous rejette. Nous ne voulons pas retourner en Libye, pas plus que nous ne voulons aller à Malte. Mais, grâce à Dieu, nous sommes en vie. Si l'Italie nous rejette, c'est qu'il y a une raison, il doit bien y avoir une explication à tout cela. Je sais que Dieu a un meilleur plan pour nous. L'Italie ne veut pas de nous, mais Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Je suis toute excitée d'aller en Espagne. La magie de Dieu m'a bien protégée pendant la traversée. Alors, je peux bien lui faire confiance pour notre avenir en Espagne. Ils vivent auprès de nous et nous ne connaissons pas leur histoire. Autour d'eux, comme en eux, règne un désert de paroles. Personne ne prend le temps de les écouter. Ils crient leurs cauchemars, mais leur voix singulière est perdue, étranglée de peur et de fatigue. Depuis 2010, Marie-Caroline Salio-Ladzimirski, anthropologue et psychologue clinicienne, rencontre ces femmes et ces hommes à bout de souffle à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Elle rapporte les paroles qui lui ont été confiées. Shabana a décidé de chercher un passeur le jour où son mari est rentré après 1 mois de prison, torturé et terrifié. Elle vivait elle-même depuis plusieurs mois sous la menace. Elle savait ses enfants en danger. Depuis le village où elle s'est réfugiée, elle contacte alors les réseaux de passeurs en pensant à un départ de toute la famille. Elle n'a pas d'argent. Elle cherche d'abord à franchir la frontière indienne. Elle sait pourtant qu'il n'est pas possible de s'installer en Inde sans des réseaux d'accueil familiaux ou villageois. Une famille de réfugiés bangladais musulmans, avec tout ce qu'elle représente de misère et de stigmatisation, ne peut pas s'installer dans le Bengale indien sans craindre de connaître la haine et la peur, cette fois-ci en territoire étranger. Le passeur lui fait vite comprendre qu'il faudra partir loin, en Europe, et que ce voyage ne pourra se faire avec les enfants parce qu'il risque d'être mortel. Shabana raconte l'horreur de la traversée,
pour elle plus violente encore que ce qu'elle a vécu au pays. Car au Bangladesh, je savais qui j'étais et pourquoi on me torturait, dit-elle. Alors que là, elle ne sait pas où les conduira le bateau qu'elle prend à Mumbai, après avoir traversé le nord de l'Inde pendant plusieurs semaines. Son mari et elle sont parqués dans la cale, séparément, et le plus difficile est de toujours se taire, de ne surtout pas parler de sa faim, de sa soif, de ses douleurs. Elle dort dans la fiente et les rats, ses pieds se fissurent dans la vermine. Elle ne pourra plus marcher pendant quelques semaines en arrivant. Elle est paralysée d'être restée dans la même position trop longtemps, la vessie brûlante. Il n'est pas possible de se soulager tous les jours. Les passagers sont atteints de fièvre et de diarrhée. Les malades vomissaient en silence. S'ils commençaient à se plaindre, on les sortait de la cale. Je sais que c'était pour les jeter par-dessus bord, dit-elle. Certains des passagers, assis près d'elle, tombent. J'ai vu des gens mourir à côté de moi. Lorsque Shabana arrive en consultation, elle est déjà depuis 2 ans en France. Or, le trauma de la traversée ne cesse de se répéter en elle. Il n'est plus possible pour elle d'être une mère, une épouse ou une femme, d'avoir la moindre place. La traversée est un catalyseur du clivage entre 2 mondes, le pays qu'elle a fui, le pays d'accueil où elle ne peut s'inscrire. La traversée est d'autant plus difficile à élaborer et le voyage à construire que beaucoup de demandeurs d'asile n'ont aucune idée de là où les conduit leur périple. Ils ont acheté le billet de départ, mais pas d'arrivée. Palais de justice, Toulouse. Salle des pas perdus, 14 heures. Mohamed, 3 ans, dessine des fleurs sur mon portable. Sa grand-mère est à l'audience. Refus de monter dans l'avion. Salle des pas perdus, 16 heures. Mohamed, 3 ans, fait des glissades sur le sol de marbre. Sa mère l'a emmené avec elle. C'est une Tchétchène, mais à son âge, on n'a pas sa place au tribunal. Salle des pas perdus, 18 heures. Mohamed, 3 ans, saute de marche en marche. En salle d'audience, à la barre défile la misère. À quand le tour de la grand-mère? Salle des pas perdus, 20 heures. Mohamed, 3 ans, attendrit l'homme de la sécurité. Il pourrait être son grand-père. Albi. La PMI ou le CADA invite les demandeurs d'asile à accompagner leurs enfants de moins de 6 ans au lieu d'accueil, le bain de langue. 2 heures par semaine, 2 adultes bénévoles sont là, mettent à disposition jeux, albums, racontent des histoires, miment des comptines, donnent à entendre des chansons. Samia, comorienne, 2 ans, les fesses rebondies dans sa couche culotte, se dandine au rythme de la musique, sous l'œil attendri de sa maman. Nous échangeons des sourires. Albi, sit-in devant la préfecture. Un collectif demande un hébergement pour des familles roms. Pour eux, c'est une fin de non-recevoir, rester sur le trottoir. Dans ce cas, occupons la cathédrale. Une banderole est dressée. Albi,
patrimoine de l'humanité. Des demandeurs d'asile sont à la rue. L'archiprêtre ferme les portes. Les touristes sont évacués. Nous voici enfermés. L'archiprêtre appelle l'évêque, l'évêque le préfet. Ça fait désordre dans la maison du bon Dieu. Et puis, chacun ses ouailles. Mais où voulez-vous qu'ils aillent? 3 nuits dans un hôtel seront payées pour ces Roms, ces Albanais. Ni Dieu ni maître à remercier. Une amie institutrice a donné des cours particuliers à Ahmed, 7 ans. Quant à moi, je l'ai accompagné quelquefois à la campagne, lui et Malika, sa maman. Le papa est mort en Tchétchénie, après plus de 5 ans de captivité. Un dimanche, nous étions en forêt de Sivens, à côté de la maison forestière, sur l'aire de jeu. Plutôt que faire de la balançoire, Ahmed préférait grimper et escalader. « Attention à toi, Ahmed, tu risques de tomber. »« Ah, tu as raison, il ne faudrait pas appeler les pompiers. Il ne faut pas que les gendarmes viennent. » Au cœur du village de la Grâce, sur la petite place de la Bouquerie, un CADA, un centre pour demandeurs d'asile, accueille depuis plus de 30 ans toutes les misères du monde. Il héberge une 50aine d'étrangers pour toute la durée de l'étude de leur dossier. 15 appartements, refaits à l'économie, offrent à 12 ou 13 familles un confort à minima. Le centre est installé dans une vieille bâtisse du XVIIIe siècle. L'immeuble fut tour à tour une école de filles, un pensionnat tenu par les sœurs de Nevers, un hospice pour assister les malades. Puis, à partir de 1954, un foyer municipal. À la fin des années 1970, à l'initiative de la Fédération audoise des œuvres laïques, le foyer, délaissé, abrite temporairement des réfugiés du sud-est asiatique. Mais c'est à partir de 1999 que le CADA s'installe de manière pérenne dans les lieux. Arrivent successivement des demandeurs d'asile kosovars, des Kurdes irakiens en 2001, des Syriens, des réfugiés venus d'Afrique subsaharienne. Actuellement, des familles arméniennes, azéries, togolaises, béninoises y sont accueillis. Au CADA, les enfants sont rois. Une fois arrivés à la Grâce, ce sont eux, les gosses, qui vont s'adapter le plus vite, apprendre la langue française à l'école du village, servir souvent d'interprète à leurs parents. Originaire d'Erevan, Armen, son épouse et leur fils de bientôt 3 ans occupent un appartement au premier étage de l'imposante bâtisse. Cela fait bientôt 1 an qu'ils vivent à la Grâce. Arrivés d'Arménie dans des conditions difficiles, ils ont vécu un temps à Montpellier, puis à Perpignan. Se souvenant de leur installation dans le village, Armen rappelle qu'ils ont d'abord été saisis par le désarroi. Ayant toujours vécu en ville, ils ont dû se faire au calme rural. 1 an plus tard, plus aucun doute, c'est vraiment bien ici. C'est tranquille pour les enfants, c'est bien la nature, le calme, et ils se sentent bien accueillis par les villageois. Et puis, ajoute-t-il, ici, dans ce CADA, on a un appartement que pour nous, et il n'y a que des familles, alors c'est mieux. À Perpignan, partageant toilettes, salle de bain, cuisine, avec plusieurs familles et adultes isolés,
La propreté des lieux et le silence nocturne étaient une bataille quotidienne. Ici, chacun chez soi. Mais tout n'est pas parfait. Si les enfants s'adaptent vite, apprennent le français à l'école du village, pour les parents, l'isolement rend compliqué la recherche d'un travail. Ils n'ont évidemment pas les ressources suffisantes pour disposer d'un véhicule individuel. Pour aller faire les courses, il faut se plier au déplacement du minibus du CADA. Armène s'inquiète aussi pour sa femme. Elle est enceinte d'une petite fille qui doit naître en décembre. Comment faire s'il y a une urgence, s'il faut se rendre à l'hôpital à Carcassonne? Bassitou et Mablé sont logés depuis juin 2017 au CADA de la place de la Bouquerie. Il est béninois, elle, togolaise. La famille de Bassitou n'a jamais accepté leur mariage, contraire, selon eux, à la tradition. Les lieux de naissance de leurs 4 enfants sont les jalons des années d'errance, d'exil, qu'ils ont endurés entre le golfe de Guinée, le Maghreb et l'Europe, dont ils n'avaient jamais rêvé. Leur fils aîné est né au Maroc, leur première fille au Bénin, leur fils cadet au Togo et leur petite dernière à Carcassonne. Ils sont arrivés en Europe en passant par l'Espagne. De là, ils ont rejoint clandestinement le 13 mars 2017 Bordeaux, puis Paris. Dans la capitale, ils ont passé quelques semaines entre des hébergements d'urgence proposés au coup par coup à Paris ou en grande banlieue par le 115 et différentes associations. C'est durant cette étape parisienne qu'ils ont déposé leur demande d'asile. Épuisés et soucieux d'abriter leurs 3 premiers enfants, Mablé attendait le 4e, ils ont accepté de rejoindre le CADA de la Grâce. Non sans circonspection, comme le raconte Bassitou. Avant de partir, on a regardé sur Internet. Narbonne, ça avait l'air affreux. La Grâce, on a vu, il n'y a que 2 maisons et une gendarmerie. Mais bon, comme on avait déjà signé et donné notre accord, on est parti avec les enfants. À Narbonne, Loïc du CADA est venu nous chercher avec le minibus. Déjà, à la gare, cela nous a paru moins moche. Ensuite, en faisant la route, on s'est dit, ça ressemble au Maroc. La montagne, les forêts. Puis on s'est installé. Pour Mablé, cela a été dur. Elle est restée enfermée dans l'appartement 15 jours. La campagne, le calme, quand ils viennent de la ville. Et puis, il n'y avait aucune famille francophone quand on est arrivé. On a juste croisé une famille togolaise qui partait. Mais on s'est dit, s'ils s'y sont arrivés, nous aussi, on s'habituera. Pour les enfants, cela a été plus facile. Dès le lendemain de notre arrivée, ils ont été accueillis à l'école. Pour eux, c'est vraiment formidable. Ils ont passé ensuite les vacances d'été entre le centre de loisirs et la rivière. Ils se sont fait des amis dans tout le village. Mais Bassitou et Mablé voudraient retrouver du travail, être autonomes. Il est couturier, tailleur de formation. Elle, coiffeuse. Il a récupéré, grâce à Bastien, une vieille machine à coudre. Alors, il fait des tenues pour ses enfants. Quelques menus travaux de couture. Mais pour le moment, parce que c'est l'été, la saison touristique, Bassitou fait surtout des ménages, le samedi, dans les gîtes du village. La Grâce, banquet 2017. Nous sommes partis nous promener sur le chemin qui longe l'abbaye et part dans les vergers le long de l'Orbieu. Nous croisons un groupe d'enfants, accompagnés d'un grand gaillard qui porte un plein panier de mûres.
Les enfants courent, tapent dans un ballon, chahutent, des enfants en vacances, quoi. Étonnement cependant, ils ont toutes les couleurs de peau du monde entier. Ce sont les enfants du CADA. Brusque émotion. Avant d'aboutir ici, ces enfants ont connu des choses terribles. Leurs parents sont dans l'attente de la réponse de l'Office du droit d'asile. Réponse qui peut être positive ou négative. Ces enfants sont dans un temps suspendu, une parenthèse. Leur périple n'est pas fini. L'étape suivante sera peut-être compliquée et chaotique. Sarmad a 13 ans. Il est arrivé d'Irak dans ma classe en cours d'année. Il est hébergé au centre d'accueil des demandeurs d'asile à côté de mon collège. Il suit des cours de français langue étrangère parce que sa langue est le chaldéen. Il est très sage et écoute le cours avec beaucoup d'attention, mais je ne sais pas ce qu'il parvient à en saisir. Lorsque je m'adresse à lui, il me regarde de ses grands yeux bleus perdus dans le vague, mais je ne parviens pas à obtenir de lui la moindre parole ou la moindre approbation ou négation gestuelle. Je ne peux m'empêcher d'être effrayé lorsque j'imagine à tort ou à raison ce que recouvre ce silence. J'ai croisé pour la première fois Mamadou un matin en arrivant au collège. Comme il avait l'air perdu, je l'ai conduit à l'administration où on lui avait dit de se rendre. Il a 16 ans, peut-être 17. C'est un grand jeune homme au physique vigoureux qui est hébergé dans un foyer en tant que mineur isolé. Compte tenu de son âge, il a été inscrit en classe de 3e, mais il n'a jamais été scolarisé auparavant dans son pays, le Mali. Je ne sais rien de précis de son parcours. Seulement ceci, il est arrivé en France depuis l'Italie et avant cela, la Libye. Nour a 11 ans. Elle est arrivée d'Alep en Syrie parce que son père, avocat, a préféré tout quitter pour mettre sa famille à l'abri. Son père est parvenu à organiser leur départ par taxi, autocar et avion, évitant ainsi les parcours maritimes les plus périlleux. Leur maison d'Alep a été détruite depuis qu'ils sont partis et ils ont perdu plusieurs parents dans les bombardements. Son père n'a pas retrouvé de travail. Il est anglophone et arabophone, mais ses diplômes ne lui sont d'aucune utilité en France. Nour a très rapidement appris le français, au point de devenir l'une des meilleures élèves de la classe, aidée par sa meilleure amie, Jasmine, franco-marocaine, excellente élève elle aussi. En arabe, Nour veut dire lumière. L'Encyclopédie des migrants est un projet d'expérimentation artistique à l'initiative de l'artiste Paloma Fernandez Sobrino, qui réunit dans une encyclopédie 400 témoignages d'histoires de vie de personnes migrantes. Il s'agit d'un travail contributif qui part du quartier du Blône à Rennes et qui rassemble un réseau de 8 villes de la façade atlantique de l'Europe, entre le Finistère breton et Gibraltar. Brest, Rennes, Nantes, Gérone, Porto, Lisbonne, Cadiz et Gibraltar. Benson, Ibadan, Nigeria, Nantes, France. Traduit de l'anglais.
Homo mitoto d'ami. D'ami, mon fils chéri. Te dire ce que je ressens me fait mal à cause de ce que je vis en ce moment. Mais je veux que tu saches que tu as un père et qu'il t'aime. Dans cette ville de Nantes, ce pays, la France, je me sens comme un petit animal égaré, loin de ses parents. Je mange à n'importe quelle heure. Je dors à n'importe quelle heure. Comment vous dire combien vous me manquez, ta maman et toi, et ma famille, et mon pays. En ce moment, je suis comme toi, mon fils, comme un bébé qui doit tout apprendre depuis le début. À parler une nouvelle langue, à comprendre comment font les gens autour de moi. Tout ce que je mange est nouveau, tout ce que je bois est nouveau, tout ce que j'entends est nouveau, tout ce que je vois est nouveau. Je ne savais pas que ta mère te portait, mon bébé, avant que j'arrive en France. J'aurais tant aimé te sentir dans son ventre au moins une fois avant de partir. En voyant des petits-enfants ou des femmes enceintes, j'ai été heureux à la pensée que tu allais arriver dans ce monde. Et en même temps, cela me fait toujours mal de ne pas pouvoir te tenir dans mes mains, mon enfant. Il faut que je te dise pourquoi j'ai dû quitter mon pays. Pourquoi tu te retrouves sans un père à tes côtés. Il y a des gens, mon fils, qui n'aiment pas entendre la vérité. Des gens voulaient me faire du mal parce qu'ils n'aimaient pas la vérité pour laquelle je me battais. J'ai été obligée de m'arracher à mon épouse adorée, ta mère, à toi, à mon pays, à ma famille, à tous les gens que j'aime, pour sauver ma vie. Mon fils chéri, si tu pouvais ne jamais avoir à connaître ce que j'ai éprouvé quand j'ai dû dormir dehors, dans le froid, dans le squat, avec des chiens, la saleté et la peur, avec des junkies. Et quand j'ai dû danser toute la nuit, dans un club, dans la musique et les lumières, juste pour avoir un toit au-dessus de ma tête, quand je n'avais qu'une envie, dormir. Voilà les pires moments pour moi. Un jour, dans un bus, une femme a marché sur mon pied. Elle n'a pas dit pardon, elle a crié sur moi et je ne pouvais pas répondre parce que je ne parlais pas le français. Tout le monde dans le bus me regardait. Je suis descendu et j'ai pleuré. Une nuit, je marchais dans la rue sans savoir où dormir. Et un couple bizarre s'est arrêté dans une belle voiture. Ils m'ont embarqué et m'ont conduit chez eux. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient, jusqu'à ce qu'ils me montrent. J'ai eu tellement honte. Mais le plus dur de tout, c'est quand j'ai demandé à la France de me protéger et qu'on a refusé de me croire, de m'accorder une protection et que je ne savais plus où aller. De toutes mes forces, j'ai lutté pour ma dignité, pour ne dépendre de personne pour vivre. J'ai eu le bonheur de trouver du travail et j'ai aimé les gens avec qui je travaillais. Je croyais enfin avoir trouvé ma place dans ce pays. Mais on m'a enlevé mon permis de travail et ce jour-là, le monde s'est écroulé à nouveau pour moi.
Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'espoir dans l'avenir. Je crois que je peux devenir quelqu'un ici et tu seras fier de ton père. La route est dure, mais je sais que la lumière est au bout du chemin. Pardonne-moi, mon fils, de ne pas pouvoir prendre soin de toi comme un père. Je souffre de ne pas être près de toi aujourd'hui. Mais quoi qu'il m'arrive, où que j'aille, en haut, en bas, au milieu, d'un côté ou d'un autre, je sais qu'un jour, je poserai mes yeux sur toi et je te tiendrai dans mes bras, sois-en sûr. Ton père qui t'aime, Benson. Témoignage de Lisa du Tchad. Chère famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. De mon côté, ça va, même si parfois ce n'est pas évident. On s'accroche pour continuer à avancer et à ne jamais abandonner. Déjà, le plus important, je vous aime. Et vous n'imaginez pas à quel point vous me manquez. En fait, tout me manque ici. Surtout les histoires racontées par mon grand-père autour d'un feu de bois, pendant que ma grand-mère tricotait avec sa lampe à pétrole juste à côté. Ramasser les fruits tombés à cause de la tempête, vendre les mangues devant la maison pour avoir de l'argent de poche, apprendre à greffer les manguiers avec mon grand-père. J'ai beaucoup de choses à dire, mais si je continuais, il me faudrait plus de pages. Me remémorer tous ces souvenirs d'enfance passés au Tchad m'a aidé à m'adapter et à tenir le coup. En Afrique, en général, beaucoup pensent qu'en France ou en Europe, on ne galère pas, qu'on ne manque de rien, que tout est facile à avoir. Je tiens à vous dire que tout ceci n'est qu'un mirage et que la réalité est bien autre chose. Ce n'est pas ce que vous voyez à la télé qui est vrai à 100%. Certes, il y a des vérités dans ce que vous voyez, mais laissez-moi vous dire que, même en France, beaucoup de personnes n'ont pas d'endroit où dormir, de quoi manger ou s'habiller, pourtant se payer à plein de ressources. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Même pour les Français eux-mêmes, c'est pas évident. Alors, combien de fois, nous, les migrants, on galère encore plus, rien que pour les papiers administratifs, pour les demandes d'asile, pour trouver un travail, et encore, un travail qui ne correspond pas au diplôme du postulant, un logement. Il faut se lever très tôt pour aller au rendez-vous à la préfecture. Parfois, pour réussir à avoir une place parmi les premiers, il fallait être devant la préfecture à 6 heures du matin, alors qu'elle n'ouvre qu'à 9 heures, avec parfois un froid glacial. Et parfois, on n'attend pour rien, donc obligé de revenir le lendemain. Chaque jour, vivre avec la peur et l'angoisse, car être dans une situation irrégulière n'est pas évident. Tout ce qu'on fait est fait avec précaution, car à la moindre faute, on peut se faire contrôler, avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure à la vue d'une voiture de police. C'est vraiment très difficile de vivre ici en tant que migrante, et c'est encore plus difficile pour tous les étrangers qui vivent en Europe à cause des événements de janvier et novembre 2015. J'ai encore beaucoup à dire, mais je m'arrête ici. Tout ça pour vous faire comprendre que même en France, on se bat pour survivre. Parfois même, vivre en Afrique est mieux que de venir en France, galérer et vivre dans la souffrance quotidiennement. Ne vous fiez pas à ce que les gens vous montrent quand ils viennent au pays. Tout ceci n'est qu'une illusion sans fin. J'espère vous revoir très vite, et tous, en bonne santé. Vous me manquez terriblement.
Richard Diviarage, Comédou, Tamil Nadu, Inde, Nantes, France. Traduit du tamoul. Bonjour. Cher ami Anthony Staline, comment vas-tu? Dieu te bénisse. Moi, je vais bien. Je suis arrivée en France depuis quelque temps déjà. J'ai vécu ici plein d'expériences nouvelles pour moi et je veux les partager avec toi. J'ai d'abord été obligée d'apprendre le français, la langue que l'on parle ici en France. Puis, j'ai cherché du travail. À cause de ma couleur, je sens bien que parfois, c'est plus difficile ici de trouver du travail. Je me suis alors posée pour réfléchir à ce que je savais déjà faire pour créer mon propre emploi. Les massages ayurvédiques, la cuisine indienne et son apprentissage auprès des autres. J'ai vraiment le sentiment qu'ici, si tu n'as pas de diplôme spécifique, tu ne peux pas trouver d'emploi. Il faut, j'en suis sûre, connaître très bien le yoga ou le massage ayurvédique, quelque chose de mon pays. Les Français sont friands de ça. Mon pays me manque et je l'adore. Ici c'est bien, mais en comparaison, l'un des meilleurs. Ici, la cuisine n'est pas épicée. Le goût est différent. Les Français boivent comme les Indiens, aiment manger, ils mangent beaucoup de fromage, de viande. Dans ce pays, les gens sont différents. Dans leur maison, il y a beaucoup de choses. Je me dis qu'avec ces choses, je pourrais ouvrir une boutique ou un atelier, mais ici en France, chacun a son matériel qu'il n'utilise pas tous les jours, seulement le dimanche. Ici, beaucoup de légumes sont mauvais pour la santé car il y a beaucoup de pesticides. Beaucoup de gens ont des cancers, font de la dépression car ils mangent mal et trop. Je me rends compte tous les jours dans mon métier de masseur ayurvédique. Je leur explique qu'il faut prendre soin de soi pour libérer ces problèmes. Ici, ils travaillent du lundi au vendredi, toute la journée, du matin au soir. Le samedi, ils travaillent à la maison et le dimanche midi, ils mangent en famille puis vont se balader. Ici, il pleut pendant 3 mois. Il fait froid pendant 6 mois. Il y a du soleil pendant 3 mois. Il y a beaucoup de gens heureux, mais quelques gens malheureux. Je regarde beaucoup les gens autour de moi. Maintenant, je parle le tamoul, l'anglais et le français avec ma femme. Ma fille ne va pas à l'école tamoul ou française, mais à l'école bretonne, Diwan. Tous mes amis rigolent de ça. J'ai encore plein de choses à te raconter. Je te le dirai de vive voix dès que je te verrai. Richard. Nous nous étions déjà vus 2 fois à l'association pour partager la curieuse intimité d'un cours amateur de français langue étrangère, posé sur ces chaises de classe à l'assise pernicieuse, au plaquage de bois fendillé, prompt à accrocher le jersey d'une jupe pour en tirer le fil et faire fleurir sur la trame une vacherie de bouclettes, puisque dans ces endroits qu'on concède au vivre ensemble, tout, décidément tout, doit finir écorné, un peu moche, se mettre au diapason du chiche. On se posait là, une douzaine, dans ce lieu imaginé pour le commun et taillé pour le collectif, sous des affiches punaisant des promesses d'activités, la plupart du temps déjà terminées, mais nous y croyons fort à l'éducation populaire et elle nous le rendait à sa mesure, avec une certaine sobriété. Nous sommes toutes les deux sorties de l'auditorium en même temps, sous un ciel gris et froid, elle avec sa poussette, moi avec mon parapluie. Ça tombait bien, car il s'était mis à neiger à gros flocons pendant la conférence, prenant de court toute une ville affamée de printemps. Je lui ai proposé mon parapluie et de marcher côte à côte jusqu'au métro. C'est comme ça le mois de mars ici. Le temps est un peu fou. On appelle ça les giboulées. Giboulées, répète-t-elle. Je suis une femme prévoyante et équipée, et je sors avec un parapluie. J'ai bien articulé giboulée. Fatoumata n'est pas bien grande, elle n'est pas particulièrement menue.
Chaussée de ballerines, bien trop échancrée pour la saison, c'est pourtant elle aussi une femme prévoyante. Mais nous savons, elle et moi, que la répartition des objets, à commencer par celle des chaussures, obéit en ce monde à des lois complexes. Ça change tout le temps, il fait froid et puis d'un seul coup le soleil brille et 1 heure après il pleut. C'est comme ça en mars ici. Cette neige-là, tu vois, on ne s'y attendait pas du tout. C'est ça, les giboulées. Se retrouver ainsi en plein cœur de Paris, c'était étrange. Et je me demandais quelle force et quel besoin l'avait poussé à venir jusque-là cet après-midi, avec son bébé d'à peine 5 mois, écouter cette conférence militante et confidentielle où il était question de sa santé, de leur parcours, de son parcours, de toutes ces femmes qui... La neige s'était mise à tomber sans crier gare sur le 2e arrondissement et j'essayais d'habiller notre rencontre avec des mots. Saison, giboulée. Tu vois, tu sais, des mots en suspension devant son sourire réservé, prêt à fondre au contact de sa chaleur prudente. Il fallait bien ce ciel d'ardoise et ce froid mordant pour tempérer mon enthousiasme mièvre et sa soif un peu de compagnie. Répandre sur tout cela un poudroiement glacé, mais enfin, nous parlions. Elle disait « Oui, c'est joli, il fait pas chaud, ça tombe beaucoup, oui », montrant un intérêt certain pour ce ciel d'ardoise et ses flocons soudains. Et moi, j'enchaînais, docte et cabriolante, les 4 saisons d'ici, bizarreries du printemps, merle moqueur et vent farceur. Tu verras des surprises. Dans ce pays, le mois de mars, oh, comme il est imprévisible. Elle m'écoutait. Elle avait soigneusement ajusté la bâche transparente sur le devant de la poussette où dormait la petite fille, et dessous le parapluie posait son regard tranquille sur l'averse de neige. Ah, l'hiver tu connais, mais le printemps arrive. Tu vas voir, les feuilles, les fleurs, elles vont revenir, elles vont sortir en bourgeons. C'est comme ça qu'on dit. Et joignant la pulpe des 5 doigts de ma main libre, je mimais le bourgeon. En bourgeon, redit-elle, prête à se faufiler dans cette succession de mois et de saisons qu'elle découvrait tout juste. Prête, pour me faire amitié, à répéter ces mots. Prête à s'en imprégner comme un buvard, à déposer leur trop-plein de nouveautés sur cette surface un peu rêche, par-dessus d'autres lettres à demi estompées, adresse de confiance, itinéraire approximatif. Prête à laisser ces syllabes étrangères de bourgeon et de giboulée déposer leur empreinte nette sur cette fine couche de neige juste avant qu'elle ne fonde. À les laisser recouvrir des phrases plus anciennes, indications griffonnées, nouvelles laconiques à ce qu'on a laissé, le nom raturé d'un médicament qui soulage. Ces sonorités traversées de salutations en formulaire. Et moi, j'étais prête à la convaincre que ces mots, justement parce qu'ils étaient nouveaux pour elle, elle pourrait en arpenter les pleins et les délier sans inquiétude, et qu'il suffirait juste d'un peu de patience et d'un peu d'application pour qu'elle puisse étancher sa soif d'être enfin quelque part avec la merveilleuse rosée de ce vocabulaire. Tout bien considéré, je n'ai pas parlé tant que ça. Son regard un peu voilé m'en a dissuadé, je pense. C'est dans ma tête que Mars met le trouble, imposait son désordre. Dans ma poitrine, ce printemps embusqué, ce chemin d'école enseveli.
Ce que je voulais partager avec toi, je crois, Fatoumata, c'était que ça revenait. Ça allait revenir. Ça valait le coup d'attendre, ici, dans ce pays, un printemps dont tu ignorais tout. Ça valait, Fatoumata, la peine de patienter, gentiment, fortement, bravement, pour faire tienne un jour cette saveur du froid qui pique mais ne mord plus, pour sentir que l'averse ne fait pas que transpercer, qu'elle éclabousse aussi. Et le vent de bientôt, tu vas voir comme il est marrant. Avant de prendre l'escalator, elle me dit brièvement, « J'ai déjà vu la neige. » Nous étions arrivés sous la canopée des Halles et la neige avait cessé de tomber au seuil du printemps. C'est le mois de mars ici. Le temps est un peu fou. On appelle ça les giboulées. Appel de l'été 2017 du Pérou, pôle d'exploration des ressources urbaines. La France peut accueillir toute l'hospitalité du monde. En ce moment même, de Nice à Calais, de Paris à Bayonne, de Marseille à Cherbourg, se transmettent des gestes d'hospitalité qu'aucune procédure judiciaire ne saurait contenir. Aujourd'hui en France, d'innombrables citoyennes et citoyens inventent un quotidien habitable aux exilés du monde entier, ringardisant déjà et enrayant bientôt tous les plans de tri, contrôle, expulsion, destruction, placement, déplacement. Une loi L622-1 dispose encore que toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 €. Des égarés la tiennent pour lisible, s'éreintant à menacer et pourquoi pas embastiller un paysan pour des actes dont l'histoire retiendra qu'ils étaient justes. Leurs vétustes appareils policiers juguleraient ainsi des déferlements de migrants. Tout ce vieux monde pliera sous un débordement d'hospitalité, puisque c'est d'humanité qu'il s'agit, permettant à la France de prétendre enfin au XXIe siècle. Tout autour de nous, des confins jusqu'au centre des 36 000 communes de France, s'affirme à bas bruit un territoire d'avant-garde. Cette étendue, constituée d'actes d'hospitalité démultipliés, se déploie telle une œuvre commune, telle une 36 001e commune. Nous en déclarons l'existence et l'authentifions par la procédure d'un inventaire fleuve, d'un texte sans fin, à l'écriture duquel nous invitons tous les témoins de son expansion. C'est un chapitre de notre République contemporaine. L'inscription de l'hospitalité au registre de ce que nous avons en commun. C'est un inarrêtable tracé sur la carte du pays, l'indice de nos constructions les plus nécessaires. C'est un mouvement d'écriture se propageant de proche en proche, réveillant de nouveaux récits par contamination, éveillant de nouveaux actes par rappel d'air. C'est une attestation sur l'honneur d'être français, fraternel par conséquent, adressée à tout juge qui serait aujourd'hui encore tenté de punir la fraternité, afin que celui-ci entende que c'est une commune entière qu'il lui faudrait enfermer, un territoire tentaculaire qu'il lui faudrait réprimer. Ce texte, que nous intitulons « Tout autour, une œuvre commune », s'ouvre par de premiers témoignages que nous ont transmis des Calaisiennes et Calaisiens.
nous faisons appel à tous les témoins, directs ou indirects, de ce qui aujourd'hui s'invente en France. Qu'ils ajoutent à l'édifice une ligne ou 1000, qu'ils enrichissent ce faisant cette autre archive municipale, qu'ils augmentent ainsi notre mémoire vive. Nous la constituerons trésor public en la versant dans la collection des Turbulences, Fonds régional d'art contemporain d'Orléans, le 12 octobre 2017, jour de l'inauguration de la Biennale d'architecture, marché dans le rêve d'un autre. Inaliénable, imprescriptible, ineffaçable donc, ce texte pourra déferler alors, retentir sur place publique, s'entendre jusqu'au procès de Cédric Héroux et de tant d'autres citoyennes et citoyens aujourd'hui poursuivis pour des actes dont nous sommes, par définition et conviction, co-auteurs. Laurence J., 51 ans, résident dans le 17e arrondissement de Paris, est employée de la fonction publique territoriale. Le 5 janvier 2017, elle rencontre dans le métro Ali H., Soudanais de 28 ans, qui vit sous une tente, près de la porte de la chapelle. Ils échangent quelques mots. Elle apprend qu'il est cuisinier. Elle lui demande son numéro de téléphone. Le soir même, Laurence J. appelle un ami restaurateur dans le quartier du Châtelet. Elle organise une rencontre entre les deux hommes le lendemain. Le 8 janvier 2017, Ali H. obtient un poste de commis de cuisine. Jean-François M., 57 ans, chercheur, domicilié dans le 19e arrondissement de Paris, sort de son domicile de l'avenue de Flandre le 22 avril 2017 à 8h30 du matin. Il discute avec plusieurs migrants installés devant son immeuble. Au cours de la conversation, Ali, 31 ans, soudanais, lui indique que ses camarades et lui manquent de produits d'hygiène. En fin de journée, Jean-François M. achète 6 gels douche, 6 tubes de dentifrice et 6 brosses à dents qu'il remet à Ali en rentrant chez lui. Lydie H., 53 ans, sans emploi, demeurant à Calais, se rend dans un campement le 21 février 2017 vers 10h30 avec une douzaine de sacs tissés et autant de petites étiquettes blanches d'écoliers. Elle retrouve un groupe de migrants qu'elle connaît ainsi que quelques nouveaux venus. Chacun l'attend, un ballot de linge sale à la main, et le lui confie. Lydie H. inscrit noms et prénoms sur les étiquettes qu'elle applique sur chacun des sacs correspondants. Rentrée chez elle, elle déballe le contenu du premier sac. Elle sépare la couleur du blanc. Elle place les 2 petits paquets d'affaires dans les 2 lave-linges en sa possession. Elle lance ainsi plusieurs cycles de lavage, vidant les sacs, lessive après lessive. Elle étend le linge dans son garage, dans son salon et dans l'ancienne chambre de ses enfants. Elle repasse ensuite pantalons et chemises, plie t-shirts et sous-vêtements, puis les range dans les sacs étiquetés. Le surlendemain, 23 février 2017, au matin, Lydie H. rapporte les vêtements à Nasrutala B., afghan de 28 ans, qui se charge de les distribuer à chacun. Laurence G., 41 ans, mère au foyer demeurant à Calais,
rencontre un groupe de Soudanais devant le centre commercial où elle fait ses courses le 13 février 2017. Elle leur offre les fruits secs qu'elle vient d'acheter, un sachet de raisin, 2 boîtes de cacahuètes et de noix de cajou. 3 jours plus tard, elle les reconnaît en les croisant aux abords d'un parc municipal. Laurence G. donne alors son numéro de téléphone, leur proposant de laver leur linge lorsqu'ils en auront besoin. Alain G., 69 ans, retraité demeurant dans le 19e arrondissement de Paris, soigne une blessure au coude de Yared T., érythréen de 21 ans. Nous sommes le 8 avril 2017 et il est 23 heures. Le jeune homme vient de rentrer. Il vit chez Alain G. depuis 4 mois et a sa propre clé de l'appartement. Antoine S. et Blandine S., couple de retraités domiciliés à Doulon, un quartier est de Nantes, héberge depuis le dépôt de sa demande d'asile en France il y a plus d'1 an, Moussa B., réfugié syrien, âgé de 31 ans, dont l'épouse et la fille sont restés en Syrie. Le 23 mai 2017, Antoine S. conduit en milieu de matinée Moussa B. sur le port, où l'homme a pris l'habitude de rendre de menus services aux plaisanciers en escale et de les guider dans la ville. À 18h, Blandine S. vient le rechercher en voiture devant le parking sud de la gare de Nantes. Marie C., 37 ans, attachée de presse, et une trentaine d'autres personnes habitant à Mouguère, dans les Pyrénées-Atlantiques, se réunissent le 27 août 2017 dans un jardin. Les uns et les autres souhaitent mieux s'organiser pour accueillir chez eux les migrants de passage qui arrivent par Irun ou Hendaye. On discute aussi des personnes dont la demande d'asile a été rejetée et des possibilités de les aider à accéder malgré tout à un emploi. Bénédicte V., 30 ans, urbaniste, habitant Caen, réalise un documentaire intitulé « Ceux qu'on ne voit pas ». Elle filme 7 de ces exilés en France, arrivés en Normandie par les hasards de leur dissémination sur le territoire après l'évacuation de Calais. Ibrahim K., 33 ans, soudanais. Adama B., 17 ans, ivoirien. Sandrine F., 28 ans, congolaise. Hamri S., 16 ans, égyptien. Omar K., 18 ans, syrien. Tesfadet M., 28 ans, érythréen. Et Kamara O., 35 ans, ivoirien. Le film montre comment chacun d'eux reconstitue un espace intime dans ces circonstances. Arnaud L., 25 ans, sans emploi, demeurant à Saint-Ouen, apporte une quinzaine de plateaux repas à un groupe de Soudanais réunis rue Pajol à Paris le 25 février 2017 vers 13h. Betty V, 56 ans, australienne vivant en France, professeure d'anglais indépendante, prend contact à la fin de l'été avec une association qui dispose d'un local dans le 1er arrondissement de Paris. Depuis le 4 septembre 2017, elle y donne 3 fois par semaine 2 heures de cours d'anglais et de français à des groupes de migrants. Lise A, 53 ans, professeure de langue orientale à Paris, exploite depuis des années son double réseau de collègues d'université et d'amis syriens pour mettre en relation migrants et habitants. Le 5 août 2017, Pierre G. et Jeanne G., professeurs et ingénieurs en région parisienne, l'informent qu'ils disposent chez eux d'une grande chambre libre. Le lendemain, Lise A. leur fait rencontrer Ayhan K., syrien d'une quarantaine d'années, qui loge avec sa femme Nour et leur fille Amira, âgée de 2 ans, dans un centre d'hébergement en lointaine banlieue, dans une chambre disposant d'un seul lit. La famille syrienne rejoint le domicile de Pierre G. et Jeanne G. le soir même.
Laurence M., 43 ans, sans emploi, demeurant à Calais, héberge de nombreux migrants depuis le démantèlement de la jungle en octobre 2016. 11 personnes de diverses nationalités vivent chez elle en septembre 2017. Une fois par semaine, son appartement se transforme en école de langue qu'elle anime avec un petit groupe d'amis calaisiens. Sarah D. Pablo F. et Michel F., respectivement âgés de 72 et 73 ans, retraités, résidant à Paris, emmènent Ousmane G., soudanais de 19 ans, dans leur maison de vacances au Croisic. Ils y partagent une vie de famille estivale du 17 juin au 27 août 2017. Anne K., 60 ans, professeur de langue domicilié au Chesnay, rend visite le 13 mai 2017 à Hamid D., afghan de 25 ans, au centre de rétention de Vincennes. Elle lui apporte des vêtements, des fruits et un téléphone. Ils se sont rencontrés quelques jours plus tôt lors d'une distribution solidaire de couverture. Depuis, Hamid D. appelle Anne K. Auntie Anne, tante Anne, en signe de respect. John McS., 54 ans, dentiste en Écosse, a installé un dispensaire ambulant dans sa camionnette. Pendant la semaine de Pâques 2017, il sillonne les Hauts-de-France et s'arrête aux abords des nombreux campements de la région. Il soigne les cas urgents, abcès et dents cassées. Il dirige les autres vers les services locaux. Camille S., 47 ans, couturière, domiciliée à Tarnos dans les Pyrénées-Atlantiques, sort de son garage le 17 février 2017 à 11h un vélo pour homme. Elle le dépoussière, regonfle les pneus et se rend avec place de l'église. Elle y retrouve Janice O., 22 ans, érythréen à qui elle donne le vélo. Elle rentre ensuite chez elle à pied par l'avenue Lénine. Julie L., 24 ans, étudiante résidant à Paris, accompagne à la gare du Nord, le 26 juin 2017, Barroz H., jeune Irakien âgé de 19 ans, à qui elle a donné asile pendant 2 nuits, et qui repart ce soir-là pour Dunkerque. Au moment de s'engager sur le quai, elle lui prend la main et se colle contre lui pour donner l'illusion d'un couple et éviter ainsi au jeune homme d'être contrôlé par les policiers. Julie, elle, attend le départ du train à 20h56 avant de quitter la gare. Bernadette S., 42 ans, infirmière dans un centre de soins à domicile du Val-de-Marne. Commence sa tournée 1 heure plus tôt depuis la mi-février 2017. Elle passe d'abord au centre d'accueil et d'orientation de Créteil pour donner des conseils et faire quelques soins nécessaires. Magali S., 30 ans, infirmière, demeurant dans le 11e arrondissement de Paris, participe régulièrement à la distribution de petits déjeuners aux migrants, quai de Seine. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017, elle est réveillée par la tempête. À 6h30, elle appelle Bénédicte, qui est inscrite comme elle pour faire le service ce matin-là. Elle décide de s'y rendre malgré les pluies diluviennes. Près de la place de la bataille de Stalingrad, Magali S. aperçoit de nombreux migrants assis à même le trottoir. Les 2 femmes s'installent à proximité et servent une boisson chaude et des tartines à une 50aine de personnes. Thierry D., 32 ans, musicien, demeurant à Vitry-sur-Seine, accompagne Ali T., 37 ans, musicien afghan sans papier au tribunal de Bobigny. Le demandeur d'asile y a rendez-vous avec son avocat le 27 mars 2017 à 14h30. Philippe H. et Marie H., tous deux âgés de 50 ans, cadres dans la fonction publique résidant à Ivry-sur-Seine,
accueille depuis le 17 août 2017 H.S., afghan de 25 ans sans papier, dans une chambre de leur maison familiale. Leurs 3 enfants, âgés de 8, 14 et 15 ans, avec qui ils en ont préalablement discuté, les y ont encouragés. Sylviane M., 33 ans, résidant à Paris, croise régulièrement sur le trajet qui l'amène à son lieu de travail une famille syrienne faisant la manche dans le métro. Les 2 enfants du couple, une fille et un garçon, ont à peu près l'âge de son fils Arthur, qui vient de fêter ses 7 ans. Le samedi 8 avril 2017, Sylviane M. et son fils, à qui elle a parlé de cette rencontre presque quotidienne, décident de faire un tri dans la bibliothèque du garçon et d'en retirer les livres qu'Arthur ne lit plus. Plusieurs mercredis de suite, mère et fils descendent ensemble dans le métro pour apporter ces livres aux 2 enfants. Ils n'en donnent à chaque fois que 2 ou 3, ne sachant pas où loge la famille syrienne, ni si la petite fille et le petit garçon pourront les emporter avec eux. Peu à peu, Arthur se dépossède même des livres auxquels il tient beaucoup. Il s'inquiète longtemps du sort de Riam et de Bassel, dont il connaît à présent les prénoms, interrogeant sa mère pour savoir où ils vont à l'école. Paula G., 52 ans, portugaise, concierge dans le 14e arrondissement de Paris, sert tous les matins du café à 2 Roumains âgés qui dorment sous l'auvent de la bibliothèque municipale Georges Brassens, voisine de l'immeuble dont elle s'occupe. Le 12 septembre 2017, elle croise sous le porche une résidente qui se plaint de la saleté et peste contre les gobelets, les croûtons de pain ou les restes de nourriture laissés sur les rebords des fenêtres du rez-de-chaussée. « Madame, c'est moi qui nettoie », lui répond Paula G. Élise R. et Alexis R., âgés respectivement de 60 et 64 ans, domiciliés près de Vannes dans le Morbihan, accueillent chez eux du 3 au 8 avril 2017 Salif N. et Douada C., 2 jeunes Maliens de 15 ans dont ils ont fait la connaissance par l'association Utopia 56. Ils leur mettent à disposition une chambre et leur donnent un jeu de clés de l'appartement. Constatant que les 2 garçons n'aiment pas beaucoup les plats qu'ils leur cuisinent, Élise et Alexis R. les emmènent un soir au restaurant. Cécile D., 35 ans, professeure des écoles, demeure dans le 19e arrondissement de Paris. Du 31 décembre 2016 au 1er juillet 2017, elle se lève tôt, les samedis et les dimanches, pour faire bouillir 16 litres d'eau qu'elle verse dans de grands thermos. Elle y ajoute des sachets de thé noir dont elle noue les fils pour les ôter plus facilement et y répartit 1 kilo de sucre. Lorsque le thé est infusé, elle ferme les thermos, les range dans un caddie à roulettes et se rend sur le quai du canal de l'Ourcq, où elle retrouve le collectif de voisins avec lequel elle distribue les petits déjeuners aux réfugiés. David R., 48 ans, professeur de lycée, domicilié à Lorient. Il organise avec des membres de sa famille et l'aide de quelques amis des récoltes de vêtements et de chaussures dans toute la Bretagne. En février 2017, David R. se rend plusieurs fois à Paris pour apporter le fruit de ses collectes au camp de la Porte de la Chapelle. Anne-Sophie R., 39 ans, médecin généraliste, accompagne au CHU de Montpellier le 3 septembre 2017 au matin Mustapha O., soudanais de 26 ans, atteint d'une maladie chronique. Anne-Sophie l'aide à comprendre le traitement proposé.
Sarah D. et Amandine B., respectivement âgées de 21 et 22 ans en formation d'ingénieur dans un établissement de la région parisienne, montent une chorale réunissant étudiants de l'école et jeunes migrants. Le 24 juin 2017, la chorale donne un concert de fin d'année devant une salle comble. 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du principe de fraternité. Nantes, ville où je vis. Nantes, ville où tentent de vivre près de 500 exilés venus du Soudan, d'Érythrée, de Somalie. Arrivés à Nantes, expulsés de squat en squat, dans une errance depuis le printemps, ils ont fini par installer un campement dans un square, en plein centre-ville. Le square se situe en lisière du quartier Kervégan, quartier construit par des armateurs négriers, tout près du mémorial de l'esclavage, tout au bord du quai d'où partaient les navires pour l'Afrique et les Antilles. L'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir, écrivait Édouard Glissant. Ces exilés que l'on ne voudrait pas savoir, pas voir, sont visibles, trop visibles. La mère a laissé la préfète prononcer un arrêté d'expulsion pour un soi-disant péril sanitaire. L'expulsion a eu lieu. Les exilés ont trouvé un autre refuge dans un nouveau squat, un lycée désaffecté. Expulsés à nouveau, ils sont de retour dans le square, en lisière du quartier Kervégan, quartier construit par des armateurs négriers, tout près du mémorial de l'abolition de l'esclavage, tout au bord du quai d'où partaient les navires vers l'Afrique et les Antilles. Drôle de voyage dans Nantes, après tous ces parcours d'exil. Nantes, ville où je vis. Nantes, ville du VAN, V-A-N, voyage à Nantes. Rendez-vous estival touristico-culturel de la métropole nantaise. C'est un parcours dans la ville à la rencontre d'œuvres d'art. L'œuvre vedette de cette édition 2018, c'est l'éloge du pas de côté. Mais pas de côté vers les exilés. Ces exilés que l'on ne voudrait pas savoir, pas voir, font de l'ombre au voyage à Nantes. Nantes, ville où je vis. Nantes, ville où des interstices de solidarité font espérer. Ici, dans un squat, ancienne pension-restaurant désaffectée près du stade, des militants et militantes, des bénévoles d'associations maghrébines, africaines, des habitants et habitantes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des Nantais et Nantaises de tous âges ont installé l'autre cantine.
Ici, tous préparent chaque jour ensemble des repas pour les migrants, fruits, légumes qu'ils récupèrent aux mines, dans les supermarchés, les boulangeries. Dans l'odeur des épices, des piments, des oignons. Ici, on pleure, mais c'est pas les lacrymos. Ils croisent leurs histoires singulières en anglais, en arabe, en tigrinya. Ils mitonnent dans cette cuisine construite au jour le jour, de briques et de broc, bois, métal et formica mêlés. Ils cuisinent avec de la vaisselle et des ustensiles disparates, venus de tous horizons, de la baignoire de bébé pour laver les légumes, à l'électroménager des années 70, en passant par les plats ébréchés, cadeaux d'un mariage déjà ancien, et les fétous de la grand-mère. Vendredi 3 août, ça fait 1 mois que l'autre cantine a ouvert ses portes. L'autre cantine a préparé et servi plus de 15 000 repas en 1 mois, sans un centime d'argent public. Ici commence un autre voyage à Nantes. Communiqué de presse du Conseil constitutionnel. Décision numéro 2018-717-718 QPC du 6 juillet 2018. Monsieur Cédric H. et autres. Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a jugé que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il a rappelé qu'au terme de son article 2, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. La Constitution se réfère également dans son préambule et dans son article 72-3 à l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Il découle de ce principe la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Rappelons toutefois, selon sa jurisprudence constante, qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, et qu'en outre, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel juge qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public. Les morts que nous avons oubliés, les engagements que nous avons pris et les promesses, les idées que nous avons aimées, les révolutions que nous avons faites, les sacrements que nous avons niés. Tout cela est revenu avec eux. Où que tu regardes dans les rues ou les avenues d'Occident, ils cheminent. Cette procession sacrée nous traverse et nous regarde. Maintenant, silence, que tout s'arrête. Il passe.
Je voudrais abuser encore quelques secondes de votre patience pour remercier tous nos lecteurs et lectrices qui, en un temps record, ont composé cet édifice textuel, ont bien voulu s'emparer des voix des migrants. Nous avons ensemble rassemblé les témoignages, parfois difficilement. Ils nous ont aussi confié, vous ont confié, leur propre expérience de fraternité, de désarroi face à la situation juridique qui est encore la nôtre. C'est pour ça que nous avons tenu aussi à rappeler dans sa complexité la décision récente du Conseil constitutionnel, qui n'est pas une victoire, ce n'est qu'un premier pas, comme vous avez pu l'entendre. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Bastien Mariou, je ne sais pas s'il est présent encore ce soir, parce qu'il nous a permis de rencontrer certaines familles réfugiées ici même au CADA de la Grâce. Et grâce à lui, nous avons pu ouvrir ces portes et engager un dialogue entre ces deux rives de l'abbaye, entre le CADA de la Grâce, le banquet et toute cette communauté qui doit aussi les accueillir et les aider à s'intégrer chez nous. Et vous avez compris que ce n'était pas forcément leur premier choix. Et évidemment, ma reconnaissance dans ce contexte va tout particulièrement à Armen et Bassitou et leurs familles qui nous ont regardés, nous, moi, les oublieux, les aveugles, et qui, avec une très grande sobriété, une très grande générosité, m'ont confié leur histoire. Nous vous la confions à notre tour. Et j'espère que d'autres récits de vie pourront ouvrir d'autres chemins d'hospitalité ici à la Grâce et partout ailleurs. Merci à tous et merci encore à vous autres lecteurs et lectrices.